chaque année. Thierry Fabre est ici avec nous. Évidemment, ça prend cette année un tour particulier puisque jamais peut-être la question des inégalités et la question des ultra-riches, la taxe Zuckman, l'évasion fiscale, on en passe, et des meilleurs, n'ont été à ce point présentes dans le débat. Alors nous allons découvrir ce classement et on va en tirer les principaux enseignements. Est-ce que ces fortunes augmentent ou est-ce que ces fortunes marquent le pas? Qui sont les premières fortunes françaises? Est-ce que ce sont toujours les mêmes? Est-ce que ce sont des héritiers? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Toutes ces questions, on les posera après. Mais d'abord, découvrons donc ce classement 2025. Voici les indispensables avec Marion Delpech. Bonsoir Marion. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quel est-il ce classement 2025? Eh bien, première surprise, après 8 années consécutives à la tête du classement, le patron d'LVMH, Bernard Arnault, et sa famille reculent à la 2e place. Le montant de sa fortune a chuté, 117 milliards d'euros contre 190 l'année dernière. Cela représente moins 40%. Tout simplement parce que le cours de l'action a plongé. LVMH est frappé de plein fouet par la nouvelle doctrine douanière et commerciale du président américain et le ralentissement économique chinois. Alors, qui est le nouveau numéro 1? Eh bien, il s'agit d'Axel Dumas et plus globalement de sa famille à la tête d'Hermès qui possède les 2/3 des actions de la maison. Montant global 163 milliards d'euros, c'est 5% de plus que l'année dernière. Hermès a échappé à la crise du luxe. Le luxe qui reste ultra dominant dans ses premières fortunes de France. Au 3e rang, on retrouve les Wertheimer, propriétaires de la maison de couture Chanel, avec 95 milliards d'euros. Vient ensuite la famille Bettencourt, propriétaire de L'Oréal, puis la famille Dassault du groupe aéronautique du même nom. Ensuite, celle de l'armateur Rodolphe Saadé avec sa compagnie de navires CMA-CGM, le géant des télécoms Xavier Niel, la famille Muliez à la tête, entre autres, d'Auchan et de Decathlon. L'homme d'affaires François Pinault arrive en 9e position avec son groupe de luxe Kering. Enfin, Emmanuel Beignet, détenteur du géant mondial du lait Lactalis, clôt ce top 10 avec une fortune de 14,1 millions d'euros. Quelles sont les principales progressions et les principaux reculs, Marion? Eh bien, parmi les plus belles progressions, le groupe Hermès, on l'a dit, la famille Dassault, commandes militaires oblige, Xavier Niel, Rodolphe Saadé ou encore Alain Mérieux, patron du groupe pharmaceutique du même nom. Du côté des chutes les plus importantes, Bernard Arnault, on l'a vu, le groupe Chanel et L'Oréal de la famille Bettencourt, François Pinault, on peut y ajouter Stéphane Bancel du groupe de biotechnologie Moderna, spécialiste des vaccins. La chute de la pandémie de Covid n'y est pas pour rien. Et quand on se plonge plus loin dans ce classement, on trouve quelques pépites. Oui, parmi les nouveautés figure l'entrepreneur milliardaire franco-malgache Hassanein Iridji, à la tête de la multinationale Action qui opère dans l'immobilier, les télécommunications ou encore l'énergie. 2 femmes figurent aussi parmi les plus belles entrées. Laetitia Garotte de Cailleux avec 500 millions d'euros, unique femme du classement à diriger une entreprise seule, Global Space Ventures. L'autre dirigeante est Gwenola Santina Morin avec 500 millions d'euros également, à la tête en binôme de Cipartech, une entreprise dédiée aux télécommunications. Quelles sont globalement, si on prend globalement, les principales conclusions qu'on peut tirer de ce classement sur le montant global des fortunes, par exemple? Eh bien, ce qu'on apprend tout d'abord, c'est que pour la première fois depuis 10 ans, le poids de ces fortunes baisse. Et il baisse beaucoup. Moins 8%, 100 milliards d'euros se sont évaporés en 1 an. Deuxième enseignement, les entreprises non cotées en bourse semblent mieux résister, mais se tenir éloigné des places financières ne suffit pas toujours à se prémunir totalement contre les aléas du commerce mondial. Ainsi, la filière des spiritueux, déjà fragilisée par le recul de la consommation, continue sa baisse. Moins 600 millions pour Castel Frères, moins 1,6 milliard pour Pernod Ricard, moins 150 millions pour Bernard Magré et ses 4 grands crus classés. Enfin, du côté des licornes françaises, ces startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, les spécialistes analysent. Elles avaient poussé comme des champignons ces dernières années et se font plus rares. Restent les désormais classiques Conto, Doctolib ou encore Mistral AI, un chatbot d'intelligence artificielle, on en avait déjà parlé ici. Ces 3 fondateurs, Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, possèdent aujourd'hui une fortune de 3 milliards d'euros. Et puis, dernier point que fait remarquer
l'hebdomadaire Challenge. Et ça, c'est une nouveauté, c'est que de plus en plus de ces familles ne souhaitent plus apparaître dans ce classement. Oui, tout à fait. Le magazine précise avoir reçu cette année plus de demandes de ne pas figurer dans le classement à cause des tentatives d'enlèvement et de rançon liées aux crypto-monnaies. Rappelez-vous, ces derniers mois, plusieurs patrons de crypto ont été attaqués ou enlevés à Paris, mais aussi à Nantes. Le cofondateur de Ledger, David Ballon, dont la fortune s'établit à 340 millions d'euros, avait été enlevé en janvier dernier avec sa compagne dans le Cher. Merci Marion. Voilà pour l'essentiel. Thierry, d'abord, ce qui frappe évidemment, c'est le recul global de ces fortunes. Moins 8%. Qu'est-ce qu'ils font tirer comme enseignement? Au-delà évidemment de la fluctuation des cours de bourse, parce que ça on l'a bien compris. Est-ce que ça veut dire que la fortune, le patrimoine, ça n'est pas un concept gravé dans le marbre d'une certaine manière? Tout à fait. Ça veut dire qu'on évalue ces patrimoines professionnels à partir des cours de bourse lorsqu'ils sont cotés. Ils ne sont pas tous cotés. La famille Mullier, par exemple, avec Auchan, n'est pas coté. Et donc, évidemment, le cours de bourse fluctue. Cette année, ce qui s'est passé, c'est que le luxe a souffert, alors que ces 20 dernières années, il y a eu une explosion du chiffre d'affaires et des résultats de la rentabilité de ce secteur avec des géants français. Bon, ça va beaucoup moins bien. D'où l'impact sur LVMH, et donc Bernard Arnault qui n'est plus la famille la plus riche de France, impact aussi sur Kering, impact aussi sur les Wertheimer avec Chanel. Le seul qui s'en sort très bien, c'est donc la famille Hermès qui résiste. Mais globalement, ça veut bien dire que sur une année, il peut y avoir des fluctuations importantes. Et on va en parler ensuite sur la fiscalité. Ceux qui mettent en garde face à la taxation des ultra-riches disent « Attention, vous évaluez la fortune à un instant T, un an plus tard, elle peut diminuer. Parfois, ça peut être considéré comme de la fortune un peu virtuelle. Donc il faut faire attention. Simplement, on parle d'une année là, ce classement, c'est le 30e de Challenge. Et on va en parler peut-être tout à l'heure, mais sur 30 ans, l'évolution, elle est claire. Non mais allons-y tout de suite. Regardons le chiffre, parce qu'on a fait le calcul en pourcentage, et c'est vrai que c'est frappant, mais vous le signalez dans le magazine. Depuis 30 ans, quand on compare la croissance de ces 500 premiers patrimoines, on va découvrir le chiffre, à la croissance du PIB français, on a d'un côté, allons-y pour le chiffre, le PIB en 30 ans a cru de 140%. En gros, il a été multiplié par 2,4. Dans le même temps, le montant des 500 premières fortunes a cru de 1300%, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 14. C'est ça. Donc c'est phénoménal. Et donc les 500 fortunes représentaient 6% du PIB lorsqu'on a lancé ce classement. Aujourd'hui, c'est 40. Donc 40%. Donc il y a une concentration de la richesse qui est maintenant très documentée par beaucoup d'économistes qui regardent, et c'est pas seulement le cas en France. En France, c'est spectaculaire, mais c'est le cas dans beaucoup de pays, et c'est assez phénoménal, c'est-à-dire la rentabilité du capital est beaucoup plus importante que le capital paye mieux que le travail, et dans certains secteurs, comme nous, on regarde les 500 plus riches. On a vu que dans ces 500 qui existaient en 1996, certains ont fait faillite. Et on ne garde que ceux qui marchent bien. Mais en tout cas, ceux qui marchent très bien ont réussi à capter cette richesse. C'est un phénomène vraiment fondamental de ces 30 dernières années. Et grâce à Challenge, on peut le documenter. On a des économistes, par exemple Gabriel Zuckman, qui travaille sur ce... Et qui est favorable à la taxe. Juste une anecdote, il a fait son stage à Challenge il y a une quinzaine d'années. Parce qu'il il s'intéressait aux grandes fortunes. Et effectivement, on est un observatoire assez unique pour documenter cette explosion des grandes fortunes. Oui, François, ça vous fait réagir. Oui, parce que, et c'est d'ailleurs très bien expliqué dans votre article, je pense que cette comparaison assez illusoire, pour deux raisons. D'abord, vous l'avez dit vous-même, on ne voit que les gagnants. Donc quand on s'intéresse à la rentabilité du capital, il faut prendre aussi les perdants et intégrer ça pour faire une moyenne. On n'aurait pas du tout les mêmes chiffres. Et le deuxième élément, c'est que finalement, ça témoigne pas tant de la richesse des individus, c'est la valeur de leurs entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous le dites très bien dans ce dossier qui est passionnant, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que ces gens-là ont capté l'extraordinaire montée de la classe moyenne. Et quand on dit c'est un signe d'augmentation des inégalités, non! C'est un signe de réduction des inégalités, parce que justement, elles ont diminué en Chine, elles ont diminué en Inde, et monsieur LVMH, monsieur Pernod ont vendu leurs produits là-bas. Et c'est là où elles ont augmenté en France et diminué à l'échelle du monde. Pourvu que vous considériez que
la valeur d'une entreprise est assimilable à une fortune au sens le plus strict. C'est discutable, parce que c'est volatile, et parce que, de surcroît, ça n'appartient pas littéralement à un entrepreneur. On voit bien d'ailleurs que M. Bernard Arnault, il a des difficultés en ce moment, il a un problème de stratégie, il a un problème de succession, et ça impacte considérablement la valeur de sa fortune. Donc il faut garder ce référent en tête, et se dire que c'est d'abord la traduction d'une extraordinaire poussée des grandes entreprises françaises, singulièrement celle de luxe, vous l'avez dit, dans une période économique tout à fait inhabituelle, comme il y en a une partielle. Un point là-dessus. Bernard Arnault, la famille Arnault détient 48% d'LVMH. La famille Hermès, c'est 63%. Ce sont les actions de la famille. Donc ce sont des individus dont la richesse a explosé, effectivement, grâce à la mondialisation. Mais donc, grâce à la mondialisation, c'est effectivement, ça réduit les inégalités mondiales, mais en France, en tout cas, ces capitalistes ont vu leur richesse exploser. Et donc, si on compare au patrimoine moyen des Français, au revenu moyen des Français, tous les indicateurs montrent qu'il y a quand même une explosion. Donc, il faut se poser la question de comment la réduire, et beaucoup d'économistes planchent là-dessus, parce que effectivement, ces capitalistes-là sont français, il n'y a que des Français dans le classement, grâce à leurs investissements à l'étranger, voilà où est arrivée leur richesse. Donc c'est pas de l'argent qui est mobilisable. C'est-à-dire que s'ils le vendent, justement, le cours peut baisser bien davantage parce que ça serait un signe de défiance vis-à-vis de l'entreprise. Par ailleurs, l'entreprise elle-même, elle ne se réduit pas à sa valeur boursière. LVMH, sur 40 ans, il a créé combien d'emplois ? Et c'est la richesse qui ne lui appartient pas au sens propre, qu'il a créé pour d'autres, parce que c'est le principe de l'entreprise et de l'investissement. Quand on a 48% d'une société, si demain il en veut... Je ne suis pas l'avocat des riches, s'il a 48% de sa société, si demain il a envie de vendre 10% parce qu'il a envie de faire autre chose, il sera valorisé au cours de bourse. C'est quand même des actions, elles sont volatiles, le classement de cette année le montre bien, mais c'est quand même de véritables actions qui ont explosé. C'est un phénomène quand même, beaucoup les appellent les 30 années prodigieuses par rapport aux 30 glorieuses. Oui, ces années prodigieuses pour ces capitalistes, elles ont été assez extraordinaires. Et juste un mot, pardon Ruth, si je vous donne la parole, mais c'est que quand on possède 48 ou 63% des actions d'une telle société, on touche aussi les dividendes. C'est revenu du capital et on imagine que ça représente aussi plusieurs milliards par an. Ça, c'est l'autre sujet que vous mettez sur la table, c'est le sujet fiscal. Parce que, effectivement, LVMH, par exemple, la famille reçoit 3 milliards de dividendes par an. Ces dividendes ne sont pas taxés. Ils ne sont pas taxés, zéro impôt. Parce qu'ils sont logés dans la holding familiale, et donc en vertu, ils sont thésaurisés, et donc on ne touche pas. Parce qu'ils ne sont pas réalisés. C'est ça, ils ne sont pas réalisés. Ils ne sont pas touchés. Sauf ils ne sont pas touchés, ça va pas dans leur poche. C'est très documenté actuellement, puisqu'il y a une étude d'économistes qui a montré qu'effectivement, en gros, les multimillionnaires ou les milliardaires de Challenge payer 2 fois moins d'impôts que les millionnaires ou que la population en général. Parce que, effectivement, ce mécanisme, et le jour où elles sortiront de cette holding pour qu'elles viennent dans leur poche, là, elles seront taxées. Sauf qu'il y a aussi beaucoup de mécanismes qui permettent aux riches de transmettre leur fortune. Ça, on le documente dans Challenge aussi, ce qu'on appelle le pacte du trade, etc. Ce qui fait qu'on se rend compte quand même qu'ils peuvent transmettre ces dividendes accumulés quasiment en franchise d'impôt. Donc le sujet fiscal qui est mis en évidence par des économistes comme Zuckman, il est réel. C'est-à-dire on ne sait pas, on n'arrive pas à taxer ces milliardaires dont la fortune a explosé. Ruth, Géraldine, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce classement ? Bon, moi, ce qui me frappe, c'est comme toujours, et on comprend pourquoi de nombreuses familles ont demandé à ce que leur nom n'apparaisse pas. C'est parce que la confusion, quoi que vous fassiez comme travail pédagogique, les gens continuent à croire que c'est leur fortune personnelle, alors que non, c'est la valorisation. Elle n'est pas réalisée, c'est de l'argent virtuel, comme vous le dites très bien. Voilà, ben non. Ça l'est en partie quand même. Oui, les actions, mais ce qui est valorisé, c'est tant de milliers de salariés à travers le monde, les murs de l'usine, mais voilà, on sait, mais évidemment, c'est pas dans leur poche et ils ne la vendront pas demain, ça n'existe pas. Les dividendes sont ça n'existe pas et ça n'arrive pas. Bien sûr, il y a les dividendes, mais là, on fait évidemment d'autres sujets, mais c'est vrai que la comparaison entre le patrimoine des Français et ça est malhonnête intellectuellement. Non, mais c'est l'évolution. Simplement, vous pouvez toujours dire que ça ne se compare pas. Quand on voit l'évolution du patrimoine des Français et l'évolution de ses fortunes, on voit bien qu'il y a une explosion. C'est un phénomène économique qu'il faut décrypter. Oui, c'est juste ça. La mondialisation. La sanction de stratégie
économique et financière, mais aussi de l'inventivité, de la créativité, d'une stratégie marketing et puis la création de produits qui plaisent au monde entier. Enfin, c'est pas seulement une personne, c'est des milliers de personnes que France dans le reste du monde, dans une époque où en effet il y avait un accès des classes moyennes à un certain nombre de produits. Des classes moyennes et des classes supérieures quand même, parce que les prix de ces produits-là sont quand même très... D'ailleurs, c'est une fierté pour les salariés de ces entreprises. Mais bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que, la santé de leur, évidemment, c'est-à-dire que c'est quand même la sanction d'une réussite entrepreneuriale et d'une créativité intellectuelle et d'une stratégie financière et économique. C'est pas seulement des hommes qui se mettent de l'argent dans la poche, même s'il y en a, et c'est tout à fait juste. Les dividendes, ils seront taxés quand ils seront réalisés. Et par ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant pour essayer de comprendre ce qui se passe en France, c'est de savoir s'il y a des nouveaux entrants aussi. Est-ce que les nouveaux entrants, c'est ça qui serait la marque, qui est la marque d'un pays qui va bien? Et est-ce qu'il y a des nouveaux entrants dans ces fortunes? Est-ce qu'il y a des réponse de Thierry. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on peut voir ce classement de deux façons, en disant mon Dieu, ils s'enrichissent, ou alors mon Dieu, c'est la révélation de la créativité de ces groupes. On a créé 4 groupes de luxe, on inonde la planète de nos produits, c'est quand même une réussite française. Vous avez raison, les ateliers de LVMH ou de Chanel sont en France, donc derrière cet enrichissement des capitalistes, il y a des entreprises. Donc c'est effectivement un point positif, et d'ailleurs dans Challenge on fait les deux. On fait 30 ans d'inégalité et 30 ans d'explosion du capitalisme. Il y a 30 ans c'était la distribution, qui était la grande distribution, qui était en tête, c'était Luliez et Auchan. Aujourd'hui ce sont les géants du luxe qui se sont révélés. Donc il n'y en a plus qu'un dans les 10 premiers, c'est Gérard Mulliez. C'est ça, c'est le seul. Auchan a été 4. Donc ça, vous avez tout à fait raison, c'est positif. Deuxième point, c'est effectivement ce qu'on regarde, les nouveaux entrants. Il y en a eu, alors ces dernières années, il y en a eu un qu'on connaît bien, c'est Xavier Niel, qui est arrivé il y a une quinzaine d'années. Il avait d'abord quelques millions d'euros. Là, maintenant, il est dans le top 10. Et pourquoi? Parce qu'il a créé lui aussi des entreprises de télécom dans toute l'Europe. Avec une idée, avec des idées nouvelles, etc. Vous voyez bien que c'est intéressant ce sujet, parce que selon les lunettes que l'on chausse, on peut se dire mon Dieu, c'est terrible, ces inégalités, ou alors mon Dieu, c'est vraiment super parce qu'on crée de nouvelles boîtes et des emplois en France. Ce qui me frappe, c'est l'utilisation politique qui ensuite pourra être faite de ce fameux classement, avec la tentation toujours présente de jouer sur les mauvaises humeurs de nos concitoyens. Est-ce que tous ceux de nos compatriotes qui lisent ce classement se disent « Ah, c'est scandaleux, ils gagnent ». Moi, je crois pas. Je crois qu'au fond, nos concitoyens se disent « Bah oui, il y a des milliardaires. Oui, là, quand on est capitaine d'industrie, quand on réussit, pourquoi est-ce qu'ils sont milliardaires? Parce que leurs produits se vendent. Voilà. L'argent est moins bien vu en France, la réussite est moins bien vue en France que dans de nombreux autres pays. Oui, c'est vrai, mais est-ce que ça doit être un argument de vote politique? Votez pour moi, parce que grâce à moi, les milliardaires devront rendre gorge. Voilà un argument qu'on entend de plus en plus. Est-ce qu'il est intéressant? Je ne crois pas. Non, et Thierry nous dit, il y a un sujet quand même d'inégalité, on n'arrive pas en fait à l'aborder, parce qu'on entend dire d'ailleurs le sujet de fiscalité. Il y a un sujet fiscal. Non, attendez, sur le fiscal. Quand on entend notamment les responsables de la France Insoumise par exemple dire ils ne payent pas d'impôts. Et c'est pas vrai. En fait, ils payent, c'est pas forcément la référence ils payent le plus d'impôts. Non, alors justement, en quantité, oui, mais pas en pourcentage. Je vous rappelle cette étude qui est sortie il y a 2 ans qui montre bien qu'à ce niveau de richesse, ils arrivent à éviter l'impôt. Donc c'est un problème. En ce moment, la taxe Zuckman que les gens commencent à connaître, c'est une proposition de cet économiste pour taxer ces grandes fortunes au-dessus de 100 millions d'euros à 2% du patrimoine. On peut se dire 2% chaque année. 2% chaque année. Alors on pourrait se dire, bon, mais c'est pas grand-chose finalement, 2%. Et c'est pour rétablir justement ce problème d'inégalité dont je parlais. Quand on va dans le détail, et là aussi on est allé dans le détail, 2% pour ces fortunes-là, ça peut être très important. Pour Hermès, cette année, s'ils avaient été taxés à 2%, ça aurait fait plus de 3 milliards d'euros à verser. C'est supérieur aux dividendes
de la famille. Donc ils auraient été obligés de vendre des parts. De céder des actions ou de puiser dans leur tirelire pour payer le fils. Donc ça veut dire que... Il paye déjà des impôts. Bah, le Bernard Arnault, il paye 4 milliards d'impôts. Je dis pas que c'est C'est suffisant, des gros contributeurs. mais il y a déjà des impôts. Quand on dit zéro impôt, c'est-à-dire... C'est pas vrai. Et c'est pas si simple. C'est deux fois moins d'impôts que les... Alors c'est ça, on peut comparer au reste, mais il faut pas croire que c'est zéro impôt. Tout à fait, ils en payent moins. Dernier mot, Thierry et François. Ils en payent moins pour rétablir l'équité. Il y a ça phosphore beaucoup. Il faut juste faire attention. Je me souviens que Thomas Piketty était sur ce plateau il y a quelques mois. Pour lui, c'est simple. Si on les taxe à 6-8% de leur fortune, on va résoudre nos problèmes budgétaires. C'est là l'erreur. C'est-à-dire que rétablir l'équité, il faut y réfléchir. Mais il faut bien voir concrètement, quand on taxe ces fortunes importantes, ça peut vite être contre-productif, parce que si vous demandez à ces capitalistes de vendre des actions pour payer leurs impôts, ils vont trouver des moyens pour aller ailleurs, c'est une évidence. C'est ça, il y a un sujet d'inégalité, de cohésion sociale. En revanche, le sujet économique de combler les déficits, il doit aussi être trouvé ailleurs. François, dernier mot. Oui, je pense qu'il y a un sujet sur le revenu, c'est-à-dire justement les mécanismes qui permettent de ne pas distribuer, donc de ne pas être taxé. Vous savez comment ça marche d'ailleurs, on met ça dans une holding, on ne touche pas, et pour vivre, on emprunte à la banque à 2%. 2%, c'est moins que ce qu'on paierait en impôts. Donc c'est sûr. Pour autant, il faut quand même pas oublier non plus, et il y a un exemple spectaculaire en ce moment, que rarement les riches restent sous le marteau qu'on prépare pour eux. Oui. Ils s'en vont. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, vous le suivez comme moi, c'est un exode monumental à la suite de la disparition du régime non-dom, parce que on ne vit pas tout seul, quoi. Et c'est ce que oublient les Piketty, Zuckman et autres, c'est qu'on vit dans un monde où les gens sont libres, et que quand ils sont libres, en général, ils vont là où c'est le plus intéressant pour eux. Merci beaucoup Thierry Favre. Merci. Classement, c'est le plus grand tirage de Challenge chaque année. Absolument. La semaine nous dévoile ce classement. Et juste un mot, il y a une femme là dans les 10 premiers. C'est Françoise Bettencourt-Meyers, il y a un S d'ailleurs, on a un peu écorché son nom. Globalement dans les 500, ça semble aller très lentement en matière de Ça va parité. très lentement. On a vu quand même des entrées récemment, mais effectivement, c'est encore extrêmement masculin. Merci beaucoup. Challenge à retrouver dans les kiosques. Merci à vous aussi Géraldine et merci David d'avoir animé 24 heures avec